Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, une vidéo où je vais enfin vous lire les premières pages de la recherche du temps perdu. Alors, si vous avez suivi ma vidéo d'hier sur les 10 essais qui ont marqué mon année 2024, vous savez que j'ai perdu cette vidéo. Donc je la refais, voilà, je ne me laisse pas démonter. J'ai passé quelques heures à la rechercher avec l'ordinateur, le téléphone. Bon, ça a été compliqué au bout d'un moment, je me suis dit ça sert à rien, tu perds du temps, je vais faire autre chose. J'ai lu, ça m'a détendu. J'ai fait du montage aussi d'un podcast qui va sortir normalement aujourd'hui ou demain. Excellent podcast sur Philippe Cadic. Soyez vigilants. Normalement, à l'heure où je vous parle, il est déjà sorti. Mais je peux l'avoir perdu aussi, donc je ne sais pas. Mais allez voir sur mon podcast, soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon podcast en description de cette vidéo. Et j'ai sorti aujourd'hui un podcast avec un grand passionné de Philippe Cadic sur voilà, sa vie, son œuvre, ses adaptations. Alors pas toutes ses œuvres évidemment, hein, sinon le podcast aurait dû faire 4 heures, mais on a essayé d'être les plus exhaustifs possibles et de prendre des œuvres qui représentaient bien toute la bibliographie de Philippe Cadic. Bref, j'ai fait ça hier soir, donc, et aujourd'hui, voilà, je réenregistre cette vidéo où je vous lis les premières pages de la recherche du temps perdu. On s'est lancé tous ensemble dans ce défi d'une lecture commune sur le Discord. On est nombreux, vous pouvez encore continuer à nous rejoindre. Vous voyez, là pour cette semaine, donc jusqu'à hier, il n'y avait que 40 pages à lire. Vous pouvez très facilement nous rattraper parce que là, on va lire 50 pages d'ici dimanche prochain. Ceux du Discord connaissent déjà la page à laquelle ils doivent aller pour dimanche prochain. Je vous la mettrai évidemment en fin de vidéo. Ne vous dites pas que la recherche du temps perdu, ce n'est pas pour vous. Ne vous dites pas que vous n'avez jamais lu classique, que c'est pas fait pour vous. Vous allez voir, c'est quand même assez facile à comprendre. C'est drôle, c'est amusant, c'est touchant, c'est triste parfois, c'est joyeux. La recherche du temps perdu, c'est la vie, tout simplement. Donc vous allez voir, je vais parfois vous lire des extraits. Là aujourd'hui, je vais vous lire les 40 premières pages de notre défi. Et puis après, je ne sais pas les autres semaines comment je ferai. Donc certains m'avaient demandé de lire une demi-heure par soir. Je ne vais pas pouvoir, très clairement. Puis ensuite, l'épisode d'hier a bien vu que je pouvais à tout moment me louper. Donc il vaut mieux pas que je me lance dans une promesse de lire toute la recherche du temps perdu. Et puis vous en auriez vite marre. Mais voilà, je vais vous la lire. Je vais attaquer la recherche du temps perdu. Vous connaissez tous la première phrase. Mais après, par la suite, vous allez voir que c'est tout aussi merveilleux que la première phrase, voire plus merveilleux, évidemment. Dernière chose que je voulais vous dire, je vais parfois faire des petits commentaires, soit pour expliquer ce qui se passe, ou pour dire les moments où je trouve merveilleux. Donc ça ne sera pas une lecture audio brute de juste le texte. Il y aura parfois des petits commentaires, mais pas très souvent non plus. Rassurez-vous, si vous voulez juste écouter le texte, vous pouvez aussi. C'est juste que parfois, voilà, des petits commentaires et une lecture passionnée. J'arrive pas, moi, à me borner à juste lire les pages de manière froide et puis ensuite passer à la suite. Alors, si vous en êtes d'accord, on va commencer avec ces premières phrases, ces premières pages très célèbres. Je me mets une petite lampe de poche, moi, pour bien voir le livre, pour être sûr de ne pas trop buter sur des mots. Alors, comme pour ma première lecture, il y a des fois où je vais buter sur des mots, peut-être mal lire ou bafouiller. Bon, c'est la joie de la lecture en direct. Je ne vais pas me reprendre 10 fois. Je ne suis pas un lecteur professionnel, mais je vais essayer de faire de mon mieux et avec passion. Voilà, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce que j'essaye de faire moi ici depuis le début de cette chaîne. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allons tous ensemble à la recherche du temps perdu. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi, j'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chouan d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux.
à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit, c'est l'heure où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais et parfois je n'avais plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries, d'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité, de goûter, grâce à une lueur momentanée de conscience, le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie, et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle de mes terreurs enfantines, comme celle de mon grand-oncle, me tirant par les boucles et qui avait dissipé un jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupées. J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution, j'entourais complètement la tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil d'une fausse position de ma cuisse. Formé du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillai. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y avait quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser. Mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, mon souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Magnifique cette phrase, je trouve. Un homme qui dort, je la répète, tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. C'est de là que tout part. C'est le fait qu'il dorme, qu'il est à moitié éveillé, à moitié endormi, il ne sait pas exactement dans quel état il est, il ne sait plus exactement qui il est, à quel moment, où, dans quel endroit. En fait, il ne sait plus, et le temps pour lui devient presque flou. Et c'est ça qui lui permet de remonter ensuite dans le souvenir de sa vie. Donc là, il est encore adulte au moment où il s'exprime. C'est le narrateur adulte qui, à moitié endormi, à moitié éveillé, est en train de se dissiper, de ne sait plus exactement où est-ce qu'il est. Il les consulte d'instinct en s'éveillant, et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil, mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre, que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner, assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités, le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace, et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendit entièrement mon esprit, alors celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi, et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence comme il peut frémir au front d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes, mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant d'où je n'aurais pu sortir tout seul. Je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image confusément entrevue de lampes à pétrole puis de chemises à col rabattu recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles, et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles. Toujours est-il que quand je me réveillais ainsi, mon esprit s'agitant pour chercher sans y réussir à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait.
Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait par exemple allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin, et aussitôt je me disais, tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. J'étais à la campagne chez mon grand-père, mort depuis bien des années, et mon corps, le côté sur lequel je reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la vieillesse de verre de Bohême, de la veilleuse de verre de Bohême, en forme d'urne, suspendue au plafond par des chaînettes, la cheminée en marbre de Sienne, dans ma chambre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment je me figurais actuels, sans me les représenter exactement et que je reverrai mieux tout à l'heure quand je serai tout à fait éveillé. Puis renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude. Le mur filait dans une autre direction. J'étais dans ma chambre chez Madame de Saint-Loup, à la campagne. Mon Dieu, il est au moins 10 heures. On doit avoir fini de dîner. J'aurais trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Madame de Saint-Loup avant d'endosser mon habit. Car bien des années ont passé depuis Combray, où, dans nos retours les plus tardifs, c'étaient les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie qu'on mène à Tassonville, chez Madame de Saint-Loup, un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où je jouais jadis au soleil. Et la chambre où je me serais endormi au lieu de m'habiller pour le dîner, de loin je l'aperçois, quand nous rentrons, traversés par les feux de la lampe, seul phare dans la nuit. Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes. Souvent, ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres les diverses suppositions dont elles étaient faites, que nous n'isolons, en voyant un cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambre d'hiver où quand on est coché, on se blottit la tête dans un nid, qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit, et un numéro des débats roses qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux, en s'y appuyant indéfiniment, ou par un temps glacial le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du dehors, comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre, et où le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée, on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumeux, traversé des lueurs des tisons qui se rallument, sorte d'impalpable alcôve, de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en des contours thermiques, aérés de souffle qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre ou éloignées du foyer et qui se sont refroidies. Chambre d'été où l'on aime être uni à la nuit tiède, où le clair de lune appuyé aux volets entr'ouverts jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon. C'est très beau, hein, c'est très poétique, il y a beaucoup de métaphores comme ça chez Proust, mais en fait on est toujours dans cet état de semi-sommeil où il essaye de se rappeler parfois de son enfance, parfois de son âge plus adulte. Il refait comme ça le cours et le fleuve de sa vie grâce à cet état. Et en fait depuis tout à l'heure on est juste en plein de petites métaphores, de petites images qui représentent cet instant que l'on connaît tous, le matin, le soir, pendant la sieste, où on ne sait pas exactement si on est réveillé, si on est debout, où est-ce qu'on était. Moi ça m'est arrivé plein de fois, donc j'imagine que vous aussi, où parfois je me réveille et j'ai l'impression d'être dans un autre endroit, un autre lit où j'ai dormi dans ma vie. Mon lit d'adolescent, par exemple. Et c'est assez incroyable. Alors, je sais plus où est-ce que j'en étais exactement, du coup. C'est ça. J'en étais là. Parfois, la chambre Louis XVI, si gaie que même le premier soir, je n'avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes qui soutenaient légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour monter et réserver la place du lit, parfois au contraire, celle petite et si élevée de plafond, creusée en forme de pyramide dans la hauteur de 2 étages et partiellement revêtue d'acajou, où dès la première seconde, j'avais été intoxiqué moralement par l'odeur inconnue du vétiver, convaincu de l'hostilité des rideaux violets et de l'insolente indifférence de la pendule qui jacassait tout haut comme si je n'eusse pas été là. Ou une étrange et impitoyable glace, à pieds quadrangulaires, barrant obliquement un des angles de la pièce, se creusait à vif dans la douce plénitude de mon champ visuel accoutumé à un emplacement qui n'était pas prévu. Où ma pensée s'efforçait pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant.
Jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigné la pitié à la place oblique et cruelle, dissimulé sinon chassé complètement l'odeur du vétiver et notablement diminué la hauteur apparente du plafond. L'habitude. Aménageuse habile, mais bien lente, et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines, dans une installation provisoire, mais que malgré tout il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude, et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Et là, c'est très important, ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est qu'il dit que c'est l'habitude qui nous permet parfois de nous accoutumer ou de rendre plus agréable, moins désagréable en tout cas, des choses qui au début nous semblent insupportables. Une odeur, un bruit, je sais pas moi, une petite statue dans une chambre. Et il y a des gens ensuite qui arrivent pour la première fois dans cet endroit, ils disent, mais enfin l'odeur est insupportable. Et vous leur dites, bah oui peut-être, mais j'ai l'habitude. Et c'est exactement ça qu'il est en train de décrire. Certes, j'étais bien éveillé maintenant. Mon corps avait viré une dernière fois et le bon ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m'avait couché sous mes couvertures dans ma chambre et avait mis approximativement à leur place dans l'obscurité ma commode, mon bureau, ma cheminée, la fenêtre sur la rue et les deux portes. Mais j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait en un instant, sinon présenté l'image distincte, du moins fait croire la présence possible, le branle était donné à mes mémoires. Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combray chez ma grand-mère, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore. À me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Et là voilà, là toute l'introduction, une sorte d'introduction vraiment très, très générale, est passée, c'est-à-dire qu'il explique que ces moments de mi-sommeil lui permettent de remonter le fil de sa vie. Et là, eh bien, il arrive au moment de son enfance, à Combray. Il commence maintenant la recherche du temps perdu. À Combray, donc là où il était enfant. Tous les jours, dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lampe magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe, et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n'en était qu'accrue, parce que rien que le changement d'éclairage détruisait l'habitude que j'avais de ma chambre, et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m'était devenue supportable. Maintenant, je ne la reconnaissais plus, et j'y étais inquiet, comme dans une chambre d'hôtel ou de chalet où je fus arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer. Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessin, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline et s'avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Et là, il est dans l'imagination, grâce à la lampe magique qu'on lui a donnée, donc ce Golo, cette Geneviève de Brabant, tout ça, c'est dans l'imagination des dessins, des représentations qui sont faites sur son mur et qui le terrorisent, parce que lui, finalement, il s'était habitué à cette chambre d'enfant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n'était autre que la limite d'un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu'on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n'était qu'un pan de château, et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes, et je n'avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur. Car avant les vers du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l'avait montré avec évidence. Golo s'arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante et qu'il avait l'air de comprendre parfaitement, conformant son attitude avec une docilité qui n'excluait pas une certaine majesté aux indications du texte. Puis il s'éloignait du même pas saccadé, et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s'avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leur fente. Le corps de Golo lui-même, d'une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s'arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu'il rencontrait, en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s'adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle, toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration. Certes, je leur trouvais du charme à ces brillantes projections, qui semblaient émaner d'un passé mérovingien et promener autour de moi des reflets, qui promenaient donc autour de moi des reflets, je me tourne la page, d'histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre où j'avais fini par remplir de mon moi au point de ne pas faire plus attention à elle qu'à lui-même. L'influence anesthésiante de l'habitude ayant cessé, je me mettais à penser
à sentir, chose si triste, ce bouton de la porte de ma chambre qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde, en ceci qu'il semblait ouvrir tout seul, sans que j'eusse besoin de le tourner, tant le maniement m'en était devenu inconscient. Le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu'on sonnait le dîner, j'avais hâte de courir à la salle manger où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe Bleue, et qui connaissait mes parents et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs. Et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus cher, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres, au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermé à la campagne, et qui avait d'indécentes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement. Surtout ce petit qui a tant besoin de prendre les forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie, pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri, mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier et de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouetté par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbitât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire !» et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier dépourvu de sentiments de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sur lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Cette scène, elle est absolument incroyable, elle est très drôle. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce qui se passe, c'est-à-dire que tout le monde rentre parce qu'il pleut, même le narrateur a été envoyé lire par son père, mais la grand-mère, elle adore, elle est là, elle est dehors, elle lit, elle se mouille, elle a de la boue partout, elle dit « Enfin, on respire, mais ce jardin est bien trop symétrique », elle critique le jardinier. Je trouve ça super attendrissant, super doux et puis très drôle à la fois d'imaginer cette scène, une grand-mère dehors sous la pluie comme ça. Moi je trouve ça génial. Quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer. Ah, il y avait un truc quand même qui la faisait rentrer. C'était à des moments où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement, comme un insecte, en face de lumière du petit salon où les liqueurs étaient servis sur la table à jeu, si ma grand-tante lui criait « Bathilde !» Viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes. En fait, voilà, on est avec les grandes-tantes, qui sont donc les sœurs de son grand-père, et Bathilde, qui est donc la grand-mère du narrateur, elle refuse parce que ça lui interdit de boire du cognac, du boire de la liqueur à son mari, donc le grand-père du narrateur. Et les grandes-tantes, pour l'embêter, pour la faire rentrer, disaient « Mathilde, attention, il va boire du cognac ». Donc elle arrive et elle essaye de l'en défendre. Ma pauvre grand-mère rentrait, priant ardemment son mari de ne pas goûter au cognac, il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée, et ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant, car elle était si humble de cœur et si douce que sa tendresse pour les autres et le peu de cas qu'elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances se conciliaient dans son regard à un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même, et pour nous, tous, comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ceux qu'elle chérissait sans les caresser passionnément du regard. Vous voyez, on vient de rire quelques instants plus tôt, et là j'ai presque une envie de pleurer, parce que moi ça me fait penser évidemment à ma grand-mère, dont j'ai un peu ce souvenir. Elle n'avait d'ironie que pour elle-même, et les autres, elle les embrasse passionnément de son regard. C'est sublime. Ce supplice que lui infligeait ma grand-tante, le spectacle des vaines prières de ma grand-mère et de sa faiblesse, vaincue d'avance, essayant inutilement d'ôter à mon grand-père le verre à liqueur, c'était de ces choses à la vue desquelles on s'habitue plus tard jusqu'à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez résolument et gaiement pour se persuader à soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution. Elle me causait alors une telle horreur que j'aurais aimé battre ma grande-tante. Mais dès que j'entendais Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac, déjà homme par la lâcheté, cette expression elle est sublime, déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous une fois que nous sommes grands, car il y a devant nous des souffrances et des injustices. Je ne voulais pas les voir, je montais sangloter tout en haut de la maison, à côté de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l'iris, et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors entre les pierres de la muraille, et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entr'ouverte.
Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, d'où l'on voyait pendant le jour jusqu'au donjon de Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu'elle était la seule qui me fut permis de fermer à clé, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude, la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. Hélas, je ne savais pas que bien plus tristement que les petits écarts de régime de son mari, mon manque de volonté, ma santé délicate, l'incertitude qu'il projetait sur mon avenir préoccupaient ma grand-mère au cours de ces déambulations incessantes de l'après-midi et du soir, où on voyait passer et repasser, obliquement levé vers le ciel, son beau visage aux joues brunes et sillonnées, devenu au retour de l'âge presque mauve comme les labours à l'automne, barré, si elle sortait, par une voilette à demi relevée, et sur lequel, amenée là par le froid ou quelque triste pensée, était toujours en train de sécher un pleur involontaire. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Moment très important et culte de la recherche du temps perdu, ce moment où le narrateur espère le baiser de sa maman. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. C'est génial, hein? C'est-à-dire qu'il attend tellement ce moment, il adore tellement ce moment qu'il est presque impatient qu'il arrive, mais en même temps, il a envie qu'il arrive le plus tard possible parce qu'il sait qu'au moment où elle va arriver, très peu de temps après, elle va repartir. De sorte que ce bonsoir, donc je le disais, quelquefois quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore !» Mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père, qui trouvait ces rites absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander quand elle était déjà sur le pas de la porte un baiser de plus. Or, l'avoir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante, et me l'avait tendue comme une hostie, pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. C'est ce genre de petites phrases comme ça, comme des petites mélodies, comme des petites douces musiques. C'est ce que j'adore chez Proust. Mais ces soirs-là, où mon moment, en somme, restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner, et où, à cause de cela, elle ne montait même pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à Monsieur Swann. Tiens, voilà ce Monsieur Swann qui arrive. Qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vient chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin, plus rarement depuis qu'il avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa femme, quelquefois après le dîner, à l'improviste. Les soirs où, assis devant la maison, sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait et qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant sans sonner, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait « Tiens, une visite, qui cela peut-il être ?» Mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann. Ma grand-tante, parlant à haute voix pour prêcher d'exemple sur un ton qu'elle s'efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi, que rien n'est plus désobligeant pour une personne qui arrive et à qui cela fait croire qu'on est en train de dire des choses qu'elle ne doit pas entendre. Et on envoyait en éclaireur ma grand-mère, toujours heureuse d'avoir un prétexte pour faire un tour de jardin de plus, et qui en profitait. Alors elle en profitait pour faire quoi? Pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les chemins de son fils que le coiffeur a trop aplati. Je suis sûr que vous les garçons, vous avez tous connu ça par votre mère, ce fameux passage pour les rendre moins plats. Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grand-mère allait nous apporter de l'ennemi. L'ennemi, c'est le visiteur, hein. Comme si on eût pu hésiter entre un grand nombre possible d'assaillants. Et bientôt après, mon grand-père disait « Ah, je reconnais la voix de Swann ». On ne le reconnaissait en effet qu'à la fois. On distinguait mal son visage au nez busqué, aux yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la Bressan, parce que nous gardions le moins de lumière possible au jardin pour ne pas attirer les moustiques, et j'allais, sans en avoir l'air, dire qu'on apporta les sirops. Ma grand-mère attachait beaucoup d'importance, trouvant cela plus aimable, à ce qu'elles n'eussent pas l'air de figurer d'une façon exceptionnelle, et pour les visites seulement. Monsieur Swann, quoique beaucoup plus jeune que lui, était très lié avec mon grand-père, qui avait été un des meilleurs amis de son père, homme excellent mais singulier, chez qui, paraît-il, un rien suffisait parfois pour interrompre les élans du cœur, changer le cours de la pensée. J'entendais plusieurs fois par an mon grand-père raconter à table des anecdotes toujours les mêmes sur l'attitude qu'avait eue M. Swann, le père, à la mort de sa femme qu'il avait veillée jour et nuit.
Mon grand-père, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, était accouru auprès de lui dans la propriété que les Swann possédaient aux environs de Combray, et avait réussi, pour qu'il n'assistât pas à la mise en bière, à lui faire quitter un moment, tout en pleurs, la chambre mortuaire. Ils firent quelques pas dans le parc où il y avait un peu de soleil. Tout d'un coup, M. Swann, prenant mon grand-père par le bras, s'était écrié « Mon vieil ami, quel bonheur de se promener ensemble par ce beau temps. Vous ne trouvez pas ça joli, tous ces arbres, ces aubépines et mon étang, dont vous ne m'avez jamais félicité? Vous avez l'air comme un bonnet de nuit. Sentez-vous ce petit vent? On a beau dire, la vie a du bon tout de même, mon cher Amédée. » Brusquement, le souvenir de sa femme morte lui revint, et trouvant sans doute trop compliqué de chercher comment il avait pu à un pareil moment se laisser aller à un mouvement de joie, il se contenta par un geste qui lui était familier chaque fois où une question ardue se présentait à son esprit, de passer la main sur son front, d'essuyer ses yeux et les verres de son lorgnon. Il ne put pourtant pas se consoler de la mort de sa femme, mais pendant les 2 années qu'il lui survécut, il disait à mon grand-père « C'est drôle, je pense très souvent à ma pauvre femme, mais je ne peux y penser beaucoup à la fois. » Souvent, mais peu à la fois, comme le pauvre père Swann, était devenue une des phrases favorites de mon grand-père qu'il a prononcées à propos des choses les plus différentes. Il m'aurait paru que ce père de Swann était un monstre si mon grand-père, que je considérais comme meilleur juge et dont la sentence faisant jurisprudence pour moi, m'a souvent servi dans la suite à absoudre des fautes que j'aurais été enclin à condamner, ne s'était récrié. Mais comment? Mais c'était un cœur d'or. Pourtant, bien des années, ou pourtant surtout avant son mariage, M. Swann le fils vint souvent les voir à Combray, ma grande-tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu'il ne vivait plus du tout dans la société qu'avait fréquenté sa famille, et que sous l'espèce d'incognito que lui faisait chez nous ce nom de Swann, ils hébergeaient, avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux, sans le savoir, un célèbre brigand, un des membres les plus élégants du Jockey Club, ami préféré du comte de Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg Saint-Germain. L'ignorance où nous étions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait évidemment en partie à la réserve et à la discrétion de son caractère, mais aussi à ce que les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue, et la considéraient comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents, et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. M. Swann, le père, était agent de change. Le fils Swann se trouvait faire partie pour toute sa vie d'une caste où les fortunes, comme dans une catégorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. On savait quelles avaient été les fréquentations de son père, on savait donc quelles étaient les siennes, avec quelle personne il était en situation de frayer. S'il en connaissait d'autres, c'étaient relations de jeune homme sur lesquelles des amis anciens de sa famille, comme étaient mes parents, fermaient d'autant plus bienveillamment les yeux qu'ils continuaient, depuis qu'il était orphelin, à venir très fidèlement nous voir. Mais il y avait fort à parier que ces gens inconnus de nous qu'il voyait étaient de ceux qu'il n'aurait pas osé saluer, si étant avec nous il les avait rencontrés. Si l'on avait voulu, à toute force appliquer à Swann un coefficient social qui lui fût personnel, entre les autres fils d'agents de situation égale à celle de ses parents, ce coefficient eût été pour lui un peu inférieur parce que, très simple de façon et ayant toujours eu une toquade d'objets anciens de peinture, il demeurait maintenant dans un vieil hôtel où il entassait ses collections, et que ma grand-mère rêvait de visiter, mais qui était situé quai d'Orléans, quartier que ma grand-tante trouvait infamant d'habiter. Êtes-vous seulement connaisseur? Je vous demande cela dans votre intérêt, parce que vous devez vous faire repasser des croûtes par les marchands, lui disait ma grand-tante. Elle ne lui supposait en effet aucune compétence et n'avait pas haute idée, même au point de vue intellectuel, d'un homme qui dans la conversation évitait les sujets sérieux et montrait une précision fort prosaïque non seulement quand il nous donnait en entrant dans les moindres détails des recettes de cuisine, mais même quand les sœurs de ma grand-mère parlaient de sujets artistiques. Provoqué par elle à donner son avis, à exprimer son admiration pour son tableau, il gardait un silence presque désobligeant et se rattrapait en revanche s'il pouvait fournir sur le musée où il se trouvait et sur la date où il avait été peint un renseignement matériel. Mais d'habitude, il se contentait de chercher à nous amuser en racontant chaque fois une histoire nouvelle qui venait de lui arriver avec des gens choisis parmi ceux que nous connaissions, avec le pharmacien de Combray, avec notre cuisinière, avec notre cocher. Certes, ces récits faisaient rire ma grand-mère, mais sans qu'elle distinguât bien si c'était à cause du rôle ridicule que s'y donnait toujours Swann ou de l'esprit qu'il mettait à les conter. « On peut dire que vous êtes un vrai type, monsieur Swann. » Comme elle était la seule personne un peu vulgaire de notre famille, elle avait soin de faire remarquer aux étrangers, quand on parlait de Swann, qu'il aurait pu, s'il avait voulu, habiter boulevard Haussmann, ou avenue de l'Opéra, qu'il était le fils de M. Swann, qui avait dû lui laisser 4 ou 5 millions, mais que c'était sa fantaisie.
fantaisie qu'elle jugeait du reste devoir être si divertissante pour les autres qu'à Paris, quand M. Swann venait le 1er janvier lui apporter son sac de marrons glacés, elle ne manquait pas, s'il y avait du monde, de lui dire « Eh bien, M. Swann, vous habitez toujours près de l'entrepôt des vins pour être sûr de ne pas manquer le train quand vous prenez le chemin de Lyon. » Et elle regardait du coin de l'œil, par-dessus son lorgnon, les autres visiteurs. Mais si l'on avait dit à ma grand-tante que ce Swann, qui en tant que fils Swann était parfaitement qualifié pour être reçu par toute la belle bourgeoisie, par les notaires ou les avoués les plus estimés de Paris, privilège qu'il semblait laisser tomber en quenouille, avait comme en cachette une vie toute différente, qu'en sortant de chez nous à Paris, après nous avoir dit qu'il rentrait se coucher, il rebroussait chemin à peine la rue tournée et se rendait en tel salon que jamais l'œil d'aucun agent ou associé d'agent ne contempla, cela eût paru aussi extraordinaire à ma tante qu'aurait pu l'être pour une dame plus lettrée la pensée d'être personnellement liée avec Aristée dont elle aurait compris qu'il allait, après avoir causé avec elle, plonger au sein des royaumes de Thétis dans un empire soustrait aux yeux des mortels et où Virgile nous le montre reçu à bras ouverts. Ça, c'est vraiment cette métaphore pour montrer à quel point les classes sociales étaient importantes pour cette famille, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas les classes sociales. On ne se mélange pas. Et donc pour elle, c'est aussi incroyable que de changer comme ça de quartier, de classe sociale, que de s'imaginer être rendu visite par un poète mort il y a plus de 400 ans. Ou pour s'en tenir à une image qu'il avait plus de chances de lui venir à l'esprit, car elle l'avait vue peinte sur nos assiettes à petit four de Combray, d'avoir eu à dîner Ali Baba, lequel, quand il se saura seul, pénétrera dans la caverne éblouissante de trésors insoupçonnés. Un jour qu'il était venu nous voir à Paris, après dîner en s'excusant d'être en habit, Françoise ayant, après son départ, dû tenir du cocher qu'il avait dîné chez une princesse. Oui, chez une princesse du demi-monde, avait répondu ma tante en haussant les épaules évidemment, sans lever les yeux sur son tricot, avec une ironie sereine. Aussi ma grand-tante en usait-elle cavalièrement avec lui. Comme elle croyait qu'il venait être flatté par nos invitations, elle trouvait naturel qu'il ne vînt pas nous voir l'été sans avoir à la main un panier de pêche ou de framboises de son jardin, et que de chacun de ses voyages d'Italie, il nous rapportait des photographies de chefs-d'œuvre. On ne se gênait guère pour l'envoyer quérir dès qu'on avait besoin d'une recette de sauce gribiche ou de salade à l'ananas pour des grands dîners où on ne l'invitait pas, ne lui trouvant pas un prestige suffisant pour qu'on pût le servir à des étrangers qui venaient pour la première fois. Si la conversation tombait sur les princes de la maison de France, des gens que nous ne connaîtrons jamais, ni vous ni moi, et nous nous en passons, n'est-ce pas, disait ma grande-tante, à Swann, qui avait peut-être dans sa poche une lettre de Twickenham, elle lui faisait pousser le piano et tourner les pages les soirs où la sœur de ma grand-mère chantait, ayant pour manier cet être ailleurs si recherché, la naïve brusquerie d'un enfant qui joue avec un bibelot de collection sans plus de précaution qu'avec un objet bon marché. Sans doute le Swann, que connurent à la même époque tant de clubmen, était bien différent de celui que créait ma grande-tante, Quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après qu'avaient retenti les 2 coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swann l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère sur un fond de ténèbres, et qu'on reconnaissait à la voix. Ils ne sont pas du tout vraiment lucides sur qui est vraiment ce monsieur Swann. Ils s'imaginent que c'est un petit être insignifiant que personne ne connaît, alors qu'en réalité, le narrateur nous le dit déjà, mais on le verra plus tard dans la recherche, c'est un être absolument recherché de toute la vie mondaine parisienne, et on comprendra pourquoi. Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué identique pour tout le monde, et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme un cahier des charges ou d'un testament. Et là, c'est une des phrases les plus importantes de la recherche, je trouve, qui arrive. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de nuancer la sonorité de la voix comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Sans doute, dans le Swann qui s'était constitué, mes parents avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de particularités de sa vie mondaine qui étaient cause que d'autres personnes, quand elles étaient en sa présence, voyaient les élégances régner dans son visage et s'arrêter à son nez busqué comme à leur frontière naturelle. Mais aussi, ils avaient pu entasser dans ce visage désaffecté de son prestige, vacant et spacieux, au fond de ses yeux dépréciés, le vague et doux résidu, mi-mémoire, mi-oubli, des heures oisives passées ensemble, après nos dîners hebdomadaires, autour de la table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage campagnard.
L'enveloppe corporelle de notre ami en avait été si bien bourrée, ainsi que de quelques souvenirs relatifs à ses parents, que ce Swann-là était devenu un être complet et vivant, et que j'ai l'impression de quitter une personne pour aller vers une autre, qui en est distincte, quand dans ma mémoire, du Swann que j'ai connu plus tard avec exactitude, je passe à ce premier Swann. À ce premier Swann dans lequel je retrouve les erreurs charmantes de ma jeunesse, et qui d'ailleurs ressemble moins à l'autre qu'aux personnes que j'ai connues à la même époque, comme s'il en était de notre vie, ainsi que d'un musée où tous les portraits d'un même temps ont un air de famille, une même tonalité. À ce premier Swann rempli de loisirs, parfumé par l'odeur du grand marronnier, des paniers d'un framboise et d'un brin d'estragon. On est vraiment là, encore une fois, dans les souvenirs, dans qui était Swann, l'image qu'il a en réalité. Et ce qui est intéressant, là, et on le voit, toute l'intérêt de cette recherche de temps perdu, de ce narrateur qui se souvient de toute sa vie, c'est qu'il peut jongler entre les époques, comparer, nous donner quelques informations sans trop nous en dire davantage, dire attention, vous allez voir plus tard pourquoi je vous dis ça, et c'est intéressant comme ça de ce narrateur omniscient de tous les temps, en fait, peut comme ça traverser le temps, peut jouer avec le temps parce qu'il sait tout de ce que deviendra ce personnage, de qui il a été, et ça c'est important. Et on le voit vraiment là, et on le verra dans d'autres scènes plus tard dans le livre. Pourtant, un jour que ma grand-mère était allée demander un service à une dame qu'elle avait connue au Sacré-Cœur, et avec laquelle, à cause de notre conception des castes, elle n'avait pas voulu rester en relation malgré une sympathie réciproque, la marquise de Villeparisis, de la célèbre famille de Bouillon, celle-ci lui avait dit « Je crois que vous connaissez beaucoup Monsieur Swann, qui est un grand ami de mes neveux des Lhomme. » Ma grand-mère était revenue de sa visite enthousiasmée par la maison qui donnait sur des jardins et où Madame de Villeparisis lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille qui avaient leur boutique dans la cour et chez qui elle était entrée demander qu'on fît un point à sa jupe qu'elle avait déchirée dans l'escalier. Ma grand-mère avait trouvé ces gens parfaits. Elle déclarait que la petite était une perle et que le giletier était l'homme le plus distingué, le mieux qu'elle eût jamais vu. Car pour elle, et c'est différent des sœurs de son mari, de ses grandes-tantes, car pour elle, la distinction était quelque chose d'absolument indépendant du rang social. Elle s'extasiait sur une réponse que le giletier lui avait faite, disant à maman, Sévigné n'aurait pas mieux dit. Et en revanche, d'un neveu de Madame de Villeparisis qu'elle avait rencontré chez elle, ma fille, comme il est commun. Or, le propos relatif à Swann avait eu pour effet non pas de relever celui-ci dans l'esprit de ma grand-tante, mais d'y abaisser Madame de Villeparisis. Il semblait que la considération que sur la foi de ma grand-mère nous accordions à Madame de Villeparisis lui créa un devoir de ne rien faire qui la rendit moins digne et auquel elle avait manqué en apprenant l'existence de Swann en permettant à des parents à elle de la fréquenter. Comment ? Elle connaît Swann ? Pour une personne que tu prétendais parente du maréchal de MacMahon ? Cette opinion de mes parents sur les relations de Swann leur parut ensuite confirmée par son mariage avec une femme de la pire société, presque une cocotte, que d'ailleurs il ne chercha jamais à présenter, continuant à venir seul chez nous, quoique de moins en moins, mais d'après laquelle ils eurent pouvoir juger, supposant que c'était là qu'ils l'avaient prise, le milieu inconnu d'eux qu'ils fréquentaient habituellement. Donc ils se disent, mais quand même, s'il s'est marié avec une femme, une cocotte, quelqu'un qu'il méprise, c'est peut-être qu'on ne le connaît pas parfaitement, ce monsieur Swann. Et la suite des aventures de la recherche du temps perdu, je ne vous en dis pas plus, mais nous apprendra qui est cette femme, comment il l'a rencontrée. Ça sera de très longs passages sur cette femme, et vous allez voir, ça va être savoureux. Mais une fois, mon grand-père lut dans un journal que M. Swann était un des plus fidèles habitués des déjeuners du dimanche chez le duc de X, dont le père et l'oncle avaient été des hommes d'État les plus en vue du règne de Louis-Philippe. Or, mon grand-père était curieux de tous les petits faits qui pouvaient l'aider à l'entrer par la pensée dans la vie privée d'hommes comme Molé, comme le duc Pasquier, comme le duc de Breuil. Il fut enchanté d'apprendre que M. Swann fréquentait des gens qui les avaient connus. Alors j'ai dit duc de Breuil, ça s'écrit Broglier, B-R-O-G-L-I-E, mais on m'avait dit un jour que ça se dit duc de Breuil, donc je continue de le dire de cette manière. Ma grande-tante, au contraire, interpréta cette nouvelle, donc le fait qu'ils connaissent donc ces grands hommes, dans un sens défavorable à Swann. Quelqu'un qui choisissait ses fréquentations en dehors de la caste où il était né, en dehors de sa classe sociale, subissait à ses yeux un fâcheux déclassement. Il lui semblait qu'on renonçât d'un coup au fruit de toutes les belles relations avec des gens bien posés, qu'avaient honorablement entretenus et engrangés pour leurs enfants les familles prévoyantes. Ma grande-tante avait même cessé de voir le fils d'un notaire de nos amis parce qu'il avait épousé une altesse, était par là descendu pour elle du rang respecté de fils de notaire à celui d'un de ses aventuriers, ancien valet de chambre ou garçon d'écurie, pour qui on raconte que les reines eurent parfois des bontés. Elle blâma le projet qu'avait mon grand-père d'interroger Swann le soir prochain où il devait venir dîner sur ses amis que nous découvrions. D'autre part, les deux sœurs de ma grand-mère, vieilles filles qui avaient sa noble nature mais non son esprit, déclarèrent ne pas comprendre le plaisir que leur beau-frère pouvait trouver à parler de niaiseries pareilles.
C'était des personnes d'aspiration élevée et qui, à cause de cela même, étaient incapables de s'intéresser à ce qu'on appelle un potin. Utilisent même un intérêt historique et d'une façon générale à tout ce qui ne se rattachait pas directement à un objet esthétique ou vertueux. Le désintéressement de leur pensée était tel à l'égard de tout ce qui, de près ou de loin, semblait se rattacher à la vie mondaine que leur sens auditif, ayant fini par comprendre son inutilité momentanée dès qu'à dîner les conversations prenaient un ton frivole ou seulement terre à terre, sans que ces deux vieilles demoiselles aient pu la ramener au sujet qui leur était cher, mettaient alors au repos ces organes récepteurs et leur faisaient subir un véritable commencement d'atrophie. Si alors mon grand-père avait besoin d'attirer l'attention des deux sœurs, il fallait qu'il eût recours à ces avertissements physiques dont usent les médecins hellénistes à l'égard de certains maniaques de la distraction. Coup frappé à plusieurs reprises sur un verre avec la lame d'un couteau, coïncidant avec une brusque interpellation de la voix et du regard, moyen violent que ces psychiatres transportent souvent dans les rapports courants avec des gens bien portants, soit par habitude professionnelle, soit qui croient tout le monde un peu fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais je trouve ça génial. Hein. Ces vieilles tantes comme ça, qui ont plein de clichés, de présupposés, le narrateur qui ne sait pas trop quoi en penser, le grand-père qui lui veut s'intéresser au grand de ce monde, mais elle qui en fait s'intéresse vraiment qu'aux choses un peu terre à terre. Moi j'adore. Et puis cette grand-mère un peu douce, bienveillante au milieu de tout ça, et qui s'en fiche un petit peu des classes sociales, mais pas totalement quand même. Hein. Elles furent plus intéressées quand la veille du jour où Swann devait venir d'idée, et leur avait personnellement envoyé une caisse de vin d'Asti, ma tante, tenant un numéro du Figaro où à côté du nom d'un tableau qui était une exposition de Corot, il y avait ces choses, de la collection de M. Swann, de M. Charles Swann, nous dit « Vous avez vu que Swann a les honneurs du Figaro ? Mais je vous ai toujours dit qu'il avait beaucoup de goût, dit ma grand-mère. Naturellement, toi, du moment qu'il s'agit d'être d'un autre avis que nous, répondit ma grand-tante, qui, sachant que ma grand-mère n'avait jamais du même avis qu'elle, et n'étant bien sûr que ce fût elle-même que nous donnions toujours raison, voulait nous arracher une condamnation en bloc des opinions de ma grand-mère contre lesquelles elle tâchait de nous solidariser de force avec les siennes. Mais nous restâmes silencieux. Les sœurs de ma grand-mère, c'est les sœurs de sa grand-mère finalement, je croyais que c'était de son grand-père, vous voyez, je me suis trompé apparemment tout à l'heure. Les sœurs de ma grand-mère, ayant manifesté l'intention de parler à Swann de ce mot du Figaro, ma grand-tante le leur déconseilla. En fait, il y a les sœurs de sa grand-mère, et puis il y a la grand-tante qui est, je pense, la sœur de son grand-père. Donc je pense qu'il y a des deux côtés. Et celle qui disait tout à l'heure Bathilde, c'était la grand-tante, la sœur de son grand-père. Je pense, pour l'instant. Hein. Je n'ai pas dans ma tête une généalogie complète et parfaite de la recherche sans perdu. Je ne l'ai lu qu'une fois. Là je la relis pour cette lecture commune. Chaque fois qu'elle voyait aux autres un avantage, si petit fût-elle qu'elle n'avait pas, elle se persuadait que c'était non un avantage mais un mal, et elle les plaignait pour ne pas avoir à les envier. Et ça, c'est courant chez beaucoup de gens. Ça, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, qui au lieu d'envier pour ne pas envier les gens, en fait, les critiquent et disent que c'est un défaut pour ne pas avoir à les envier et les plaint. Et là, c'est typiquement ce qui se passe avec cette grande-tante. Je crois que vous ne le feriez pas plaisir. Moi, je sais bien que cela me serait très désagréable de voir mon nom imprimé tout vif, comme cela dans le journal, et je ne serais pas flatté du tout ce qu'on m'en parla. Elle ne s'entêta pas d'ailleurs à persuader les sœurs de ma grand-mère, car celle-ci, par horreur de la vulgarité, poussait si loin l'art de dissimuler sous des périphrases ingénieuses une allusion personnelle qu'elle passait souvent inaperçue de celui-même à qui elle s'adressait. Quant à ma mère, elle ne pensait qu'à tâcher d'obtenir de mon père qui consentit à parler à Swann, non de sa femme, mais de sa fille, qu'il adorait, et à cause de laquelle, disait-on, il avait fini par faire ce mariage. Tu pourrais ne lui dire qu'un mot, lui demander comment elle va. Cela doit être si cruel pour lui. Mais mon père se fâchait. Mais non, tu as des idées absurdes. Ce serait ridicule. Mais le seul d'entre nous pour qui la venue de Swann devint l'objet d'une préoccupation douloureuse, ce fut moi. C'est que les soirs où des étrangers ou seulement M. Swann était là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dînais avant tout le monde et je venais ensuite m'asseoir à table jusqu'à 8 heures où il était convenu que je devais monter. Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la salle à manger dans ma chambre et le garder pendant tout le temps que je me déshabillais sans que se brisât sa douceur, sans que se répandît et s'évaporât sa vertu volatile. Et justement ces soirs-là où j'aurais eu besoin de le recevoir avec plus de précaution, il fallait que je le prisse, que je le dérobasse brusquement, publiquement, sans même avoir le temps et la liberté d'esprit nécessaires pour porter à ce que je faisais avec attention des maniaques qui s'efforcent de ne pas penser à autre chose, pendant qu'ils fermaient une porte, pour pouvoir, quand l'incertitude maladive leur revient, lui opposer victorieusement le souvenir du moment où ils l'ont fermée.
Nous étions tous au jardin quand revinrent les 2 coups hésitants de la clochette. On savait que c'était Swann. Néanmoins, tout le monde se regarda de l'interrogateur et on envoya ma grand-mère en reconnaissance. Pensez à le remercier intelligemment de son vin, vous savez qu'il est délicieux, et la caisse est énorme, recommanda mon grand-père à ses 2 belles-sœurs. Ne commencez pas à chuchoter, dit ma grande-tante, comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. Ah, voilà monsieur Swann. Nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. Lui, toujours passionné de météorologie. Il y a celle qui s'occupe du vin, l'autre qui veut lui dire qu'il connaît les grands de ce monde, la grande-tante qui dit ne chuchotez pas, et l'autre qui dit on va pouvoir lui demander s'il va faire beau. Vous voyez tout ce petit monde-là, chacun ses préoccupations. Moi j'adore, c'est ça qui me fait rire en fait. Ma mère pensait qu'un modèle, et elle veut juste en fait lui parler de sa fille. Ma mère pensait qu'un modèle effacerait toute la peine que dans notre famille on avait pu faire à Swann depuis son mariage. Elle veut absolument lui montrer qu'elle est plutôt bienveillante, sa mère, au narrateur. Elle trouva le moyen de l'amener un peu à l'écart, mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre sans avoir comme les autres, soir, la consolation qu'elle vint m'embrasser. Voyons, monsieur Swann, lui dit-elle, parlez-moi un peu de votre fille. Je suis sûr qu'elle a déjà le goût des belles œuvres comme son papa. Mais venez donc vous asseoir avec nous tous sous la véranda, dit mon grand-père en s'approchant. Ma mère fut obligée de s'interrompre, mais elle tira de cette contrainte même une pensée délicate de plus, comme les bons poètes que la tyrannie de la rime force à trouver les plus grandes beautés. Nous reparlerons d'elle quand nous serons tous les 2, dit-elle à mi-voix à monsieur Swann. Il n'y a qu'une maman qui soit digne de vous comprendre. Je suis sûr que la sienne serait de mon avis. Nous nous assîmes tous autour de la table de fer. J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seul dans ma chambre sans pouvoir m'endormir. Je tâchais de me persuader qu'elles n'avaient aucune importance, puisque je les aurais oubliées demain matin, de m'attacher à des idées d'avenir qui auraient dû me conduire comme sur un pont au-delà de l'abîme prochain qui m'effrayait. Mais mon esprit, tendu par ma préoccupation, rendu complexe comme le regard que je dardais sur ma mère, ne se laissait pénétrer par aucune impression étrangère. Les pensées entraient bien en lui, mais à condition de laisser dehors tout élément de beauté ou simplement de drôlerie qui me touchait ou distrait. Comme un malade, grâce à un anesthésique, assiste avec une pleine lucidité à l'opération qu'on pratique sur lui, mais sans rien sentir, je pouvais me réciter des vers que j'aimais ou observer les efforts que mon grand-père faisait pour parler à Swann du duc d'Audifré-Pasquier, sans que les premiers me fissent éprouver aucune émotion, les seconds aucune gaieté. Ces efforts furent infructueux. À peine mon grand-père eut-il posé à Swann une question relative à cet orateur, qu'une des sœurs de ma grand-mère, aux oreilles de qui cette question résonna comme un silence profond mais intempestif, et qu'il était poli de rompre, interpella l'autre. « Imagine-toi, Céline, que j'ai fait la connaissance d'une jeune institutrice suédoise qui m'a donné sur les coopératives dans les pays scandinaves des détails tout ce qu'il y a de plus intéressant. Il faudra qu'elle vienne dîner ici un soir. »« Je crois bien, » répondit sa sœur Flora. « Mais je n'ai pas perdu mon temps non plus. J'ai rencontré chez monsieur Vinteuil, un vieux savant qui connaît beaucoup Mauban, et à qui Mauban a expliqué dans le plus grand détail comment il s'y prend pour composer un rôle. C'est tout ce qu'il y a de plus intéressant. C'est un voisin de monsieur Vinteuil. Je n'en savais rien, et il est très aimable. »« Il n'y a pas que monsieur Vinteuil qui est des voisins aimables, » s'écria ma tante Céline d'une voix que la timidité rendait forte et la préméditation factice, tout en jetant sur Swann ce qu'elle appelait un regard significatif. En même temps, ma tante Flora, qui avait compris que cette phrase était le remerciement de Céline pour le vin d'Asti, regardez également Swann, avec un air mêlé de congratulation et d'ironie, soit simplement pour souligner le trait d'esprit de sa sœur, soit qu'elle envia Swann de l'avoir inspiré, soit qu'elle ne put s'empêcher de se moquer de lui parce qu'elle le croyait sur la sellette. « Je crois qu'on pourra réussir à voir ce monsieur à dîner, » continua Flora. « Quand on le met sur Mauban ou sur madame Materna, il parle des heures sans s'arrêter. »« Ce doit être délicieux, » soupira mon grand-père, dans l'esprit de qui la nature avait malheureusement aussi complètement omis d'inclure la possibilité de s'intéresser passionnément aux coopératives suédoises ou à la composition des rôles de Mauban, qu'elle avait oublié de fournir celui des sœurs de ma grand-mère, du petit grain de sel qu'il faut ajouter soi-même pour y trouver quelques saveurs à un récit sur la vie intime de Molé ou du comte de Paris. Donc on a un grand-père qui est intéressé, lui, par plutôt les grands de ce monde, par ces choses-là, par l'histoire, la politique, et des tantes, des sœurs qui sont plutôt terre à terre. Et je suis sûr que pendant ces fêtes de Noël, de fin d'année, vous avez également connu parfois ces décalages dans vos familles. « Tenez, dit Swann à mon grand-père, ce que je vais vous dire a plus de rapport que cela n'en a l'air avec ce que vous me demandiez, car sur certains points les choses n'ont pas énormément changé. Je relisais ce matin dans Saint-Simon quelque chose qui vous aurait amusé. C'est dans le volume sur son ambassade d'Espagne. Ce n'est pas un des meilleurs, ce n'est guère qu'un journal, mais du moins un journal merveilleusement écrit, ce qui fait déjà une première différence avec les assommants journaux que nous nous croyons obligés de lire matin et soir. Je ne suis pas de votre avis, il y a des jours où la lecture des journaux me semble fort agréable, interrompit ma tante Flora, pour montrer qu'elle avait lu la phrase sur le corot de Swann dans le Figaro. Quand il parle de choses ou de gens qui nous intéressent, enchérit ma tante Céline.
Je ne dis pas non, répondit Swann étonné. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Du moment que nous déchirons fiévreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait changer les choses et mettre dans le journal, moi, je ne sais pas, les pensées de Pascal. Il détacha ce mot d'un ton d'emphase ironique pour ne pas avoir l'air pédant. Et c'est dans leur volume doré sur tranche, que nous n'ouvrons qu'une fois tous les 10 ans, ajouta-t-il en témoignant pour les choses mondaines ce dédain qu'affectent certains hommes du monde, que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse d'Orléans a donné un bal costumé. Comme cela, la juste proportion serait rétablie. Mais regrettant de s'être laissé aller à parler même légèrement de choses sérieuses, « Bon, nous avons une bien belle conversation, dit-il ironiquement. Je ne sais pas pourquoi nous abordons ces sommets. » Et se trouvant vers mon grand-père, « Donc Saint-Simon raconte que Maulevrier avait eu l'audace de tendre la main à ses fils. Vous savez, c'est ce Maulevrier dont il dit « Jamais je ne vis dans cette épaisse bouteille que de l'humeur, de la grossièreté et des sottises. » Épaisse ou non, je connais des bouteilles où il y a tout autre chose, dit vivement Flora, qui tenait à avoir remercié Swann elle aussi, car le présent de vin d'Asti s'adressait aux deux. Céline se mit à rire. Swann, interloqué, reprit. « Je ne sais si ce fut ignorance ou panneau, écrit Saint-Simon. Il voulait donner la main à mes enfants, je m'en aperçus assez tôt pour l'en empêcher. » Mon grand-père s'extasiait déjà sur ignorance ou panneau, mais mademoiselle Céline, chez qui le nom de Saint-Simon, un littérateur, avait empêché l'anesthésie complète des facultés auditives, s'indignait déjà. Comment ? Vous admirez cela ? Eh bien, c'est du joli. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre ? Qu'est-ce que cela peut faire qu'il soit duc ou couché s'il a de l'intelligence et du cœur ? Il avait une belle manière d'élever ses enfants, votre Saint-Simon, s'il ne leur disait pas de donner la main à tous les honnêtes gens. Mais c'est abominable, tout simplement. Et vous osez citer cela ? Et mon grand-père, navré, sentant l'impossibilité devant cette obstruction de chercher à faire raconter à Swann les histoires qui lui s'amusaient, disait à voix basse à maman « Rappelle-moi donc le vers que tu m'as appris et qui me soulage dans ces moments-là. Ah oui, Seigneur, que de vertus vous nous faites haïr. Ah, comme c'est bien. » Je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner, et que pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant tout le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif tout ce que je pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental, de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause, préparer sa palette et a fait d'avance de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant le dîner fut sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher, on dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère, vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte !» Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur. Montant contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère, parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. C'est magnifique, ça. Elle ne m'avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté où je m'engageais toujours si tristement exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Quand nous dormons avec une rage de dents, c'est encore perçu par nous que comme une jeune fille que nous efforçons 200 fois de suite de tirer de l'eau, ou que comme un vers de Molière que nous répétons sans s'arrêter, c'est un grand soulagement que de nous réveiller et que notre intelligence puisse débarrasser l'idée de rage de dents de tout déguisement héroïque ou cadencé. Eh bien, c'est l'inverse de ce soulagement que j'éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi d'une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois insidieuse et brusque par l'inhalation, beaucoup plus toxique que la pénétration morale de l'odeur de vernis particulière à cet escalier. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le sueur de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans le lit de fer qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été sous les cousines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère, en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot.
Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Elle possédait à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant, subtil, intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses, ce que lui donnait l'apparence de ces lois antiques qui, à côté de prescriptions féroces comme, je ne sais pas moi, de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Ce code, si l'on en jugeait par l'entêtement soudain qu'elle mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui donnions, semblait avoir prévu des complexités sociales et des raffinements mondains tels que rien dans l'entourage de Françoise et dans sa vie de domestique de village n'avait pu les lui suggérer. Et l'on était obligé de dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, noble et mal compris, comme dans ces cités manufacturières où de vieux hôtels témoignent qu'il y eut jadis une vie de cour, et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu de délicates sculptures qui représentent le miracle de Saint Théophile ou les 4 fils Aymon. Dans le cas particulier, l'article du code, à cause duquel il était peu probable que, sauf le cas d'incendie, Françoise alla déranger maman en présence de M. Swann pour un aussi petit personnage que moi, exprimait simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité, respect qui m'aurait peut-être touché dans un livre, mais qui m'irritait toujours dans sa bouche, à cause du ton grave et attendri qu'elle prenait pour en parler, et davantage ce soir où le caractère sacré qu'elle conférait au dîner avait pour effet qu'elle refuserait d'en troubler la cérémonie. Donc là, vous voyez, il parle de la cuisinière de sa grand-mère, ou de sa grande-tante, je ne sais plus exactement de qui, de la cuisinière de ma tante, pardon. Et il parle de la cuisinière de sa tante, Françoise, qui est très attachée au code d'honneur, au code de la société, au vieux code français presque, et qui refusera de déranger la maîtresse de maison, la maman, pendant un dîner, pendant qu'il y a des étrangers. Et ça renvoie peut-être à ce qu'il y a un peu parfois dans certaines familles encore aujourd'hui, de toutes les classes sociales, hein, je ne vise personne, qui veut que lorsqu'il y a des étrangers, lorsqu'on accueille quelqu'un, tout s'arrête et ce qui se passe à l'intérieur de la famille, la vie intime de la famille et notamment les préoccupations des enfants n'ont plus aucune espèce d'importance. Et ça, certains enfants en souffrent et c'est un peu ce qu'il essaye d'évoquer là, le narrateur dans ce petit extrait. Mais pour mettre une chance de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, mais que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne ne remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me crut pas, car, comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe, comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de son code elle devait se référer. Puis elle sortit d'un air résigné qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour des parents d'avoir un enfant pareil ?» Avec ce petit argot, vous voyez, « C'est-il pas malheureux ?» Elle revint au bout d'un moment me dire qu'on n'en était encore qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ce moment devant tout le monde, mais que quand on saurait au rein se bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. J'aime bien ces petits moments délicats d'incrustation comme ça de l'élégance. La glace, les reins se bouchent, vous voyez, ce petit côté mondain des repas de l'époque, c'est aussi ce que j'aime beaucoup lorsque je lis la recherche de Proust, c'est une plongée dans un siècle en arrière, c'est génial. Aussitôt mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure, pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère. Puisque mon petit mot allait, la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer invisible et ravi dans la même pièce qu'elle, aller lui parler de moi à l'oreille, puisque cette salle à manger interdite, hostile, où il y avait un instant encore la glace elle-même, le granité et les rince-bouches, me semblait receler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi et comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur enivré, l'attention de maman tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant je n'étais plus séparé d'elle. Les barrières étaient tombées. Un fil délicieux nous réunissait. Et puis ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. Fin de l'extrait numéro 1 de mes lectures. C'était la fin, la limite de ce qu'on devait lire pour hier, pour cette première semaine de lecture de La Recherche du temps perdu. J'espère que ça vous a plu comme moi. Moi j'ai adoré. Ce narrateur qui au début est adulte, refait le cours de sa vie, on ne sait pas exactement quel âge il a, mais ce moment de sommeil, mi-sommeil, mi-éveillé, qui ne sait plus qui il est, où est-ce qu'il s'est endormi, dans quel lit, s'il n'est pas un personnage du livre qu'il était en train de lire avant de s'endormir, à quel moment il s'est endormi. Et cet état lui fait parcourir le temps, à la recherche du temps perdu, et lui fait retracer le cours de sa vie.
Et il se souvient qu'enfant, avec ses grands-tantes, sa grand-mère, son grand-père, sa mère, son père, toutes ces personnalités très, très différentes qui commencent à s'accumuler autour de nous, beaucoup de personnages, mais rassurez-vous, ne nous y perdons pas, on ne va pas s'y perdre, on va ensemble, petit à petit, les découvrir, les explorer, en rire avec cette scène de la grand-mère dehors avec la pluie, en pleurer, parce que cette grand-mère quand même, elle s'inquiète pour son petit-fils qui a une santé fragile. Ce monsieur Swan, on ne sait pas exactement qui il a l'air de côtoyer les grands, mais qui il est, puis ce mariage qui a l'air de décevoir et de faire mépriser les gens, eux qui à la fois méprisent un peu Monsieur Swan en disant bah, c'est pas quelqu'un d'un grand monde, mais en même temps l'accueille chez eux, donc en fait ils ne savent pas exactement dans quel, on va dire, dans quel rang de l'échelle de la société ils doivent se situer, parce qu'ils accueillent quelqu'un qui considère ne pas être très important dans la société. Donc vous voyez, il y a tout ça qui est génial dans La Recherche du Temps perdu. C'est à la fois un roman historique, parce que ça nous plonge un siècle en arrière, mais à la fois un roman social, drôle, psychologique et familial. J'adore La Recherche du Temps perdu, vous voyez, on va beaucoup s'amuser. Alors si vous avez envie de savoir si Françoise va apporter le mot à la mère, si la mère va se fâcher ou non, si elle va monter lui faire ce baiser du soir qui semble insignifiant pour nous, mais pour un enfant est la chose la plus précieuse au monde, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, je vais vous mettre le lien évidemment, et lire avec nous, poursuivre cette lecture, ou alors continuer si vous nous avez déjà rejoint. Moi je vais essayer peut-être, autant que faire se peut, de vous faire comme ça parfois des lectures, mais je ne peux pas vous promettre comme ça de lire toute La Recherche du Temps perdu. Moi j'ai cette édition, je vous ai déjà dit, je vous l'ai déjà montré, mais je le refais. Je pense que le mieux, si vous voulez nous rejoindre, c'est que vous l'achetiez également, ou que vous la procuriez. Elle est aux éditions Livres de Poche. C'est une nouvelle collection des éditions Livres de Poche, très pratique, écrit de manière claire, limpide, parce que parfois, lorsque c'est en plus du Proust trop serré, trop petit, déjà que parfois les phrases sont longues, mais c'est encore plus compliqué à lire. Là, je trouve qu'ils ont fait un véritable effort de police et d'espacement des caractères. Alors, pour la semaine prochaine, on en est, je ne l'ai pas dit, mais au premier tome de La Recherche du Temps perdu, qui s'appelle Du côté de chez Swann, et on est à la première partie qui s'appelle Combré. Voilà. Et on était jusqu'alors à la page 90, et ce que je vous proposais, et je proposais déjà dans la vidéo que j'ai supprimée par inadvertance, c'est d'arriver la semaine prochaine à la page 140, avec la phrase qui se termine ainsi: « Et par un matin brumeux d'automne, on aurait dit, s'élevant au-dessus du violet orageux des vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la Sainte Vierge. » Page 140 de cette édition. Voilà. Donc si vous êtes sur le Discord, j'ai déjà mis la page en photo. Je vais la mettre également sur Twitter, je vais la mettre sur Instagram également. Pour la semaine prochaine, lecture commune. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas si cette vidéo vous a plu ou pas. Mettez-le en commentaire. Peut-être que ça vous a ennuyé, peut-être que vous ne l'avez pas écouté jusqu'au bout. Vous pouvez l'utiliser également pour vous endormir le soir. Vous mettez ça pendant 1 heure, et au bout de quelques minutes déjà, je pense que ça doit déjà réussir à vous endormir. En tout cas, moi j'ai été ravi de refaire cette vidéo finalement, de redécouvrir ce texte. Ça fait au moins 5-6 fois que je découvre ce texte, parce que le tome 1, je l'avais déjà lu 3 fois avant de me remettre dedans. Enfin bref, La Recherche du Temps perdu, j'ai une longue histoire avec elle. Et donc là, je l'ai lu avant-hier, pour la publier hier. Je l'ai supprimé, je l'ai relu. Donc ces 40 pages, je les connais bien, je les trouve géniales. Je trouve qu'elles introduisent parfaitement ce que sera La Recherche du Temps perdu. Voilà. J'en termine là. Je vous dis, je crois que j'ai rien oublié. Oui, si vous avez envie en plus de suivre ma lecture comme ça quand je fais en vidéo, vous avez sur internet des liens, vu que ce texte est ancien, normalement, des liens, je vais chercher si ça se trouve ou pas, des liens où vous avez même le texte gratuitement en ligne. Ça existe publiquement parce que ce texte a plus de 100 ans. Donc à la limite, si pendant que je lis, vous voulez également suivre le texte, vous pouvez très facilement le trouver gratuitement. Mais le mieux, je pense que c'est vous procuriez ce livre pour pouvoir le lire en même temps que nous. Voilà. Donc on est déjà presque plus d'une centaine. Et vous allez voir sur le Discord que j'ai créé, les gens échangent et je vous lis. Alors, je ne peux pas non plus trop participer parce que je fais plein de choses à côté, et comme vous, mais en plus, je fais mes vidéos, je fais du montage, les podcasts, les lectures, enfin, je fais beaucoup de choses, le compte Twitter, Instagram, j'essaie et puis en même temps ma vie de famille, ma vie professionnelle qui suit son cours et qui est pour moi la priorité absolue. Mais vous pouvez venir sur le Discord, vous allez voir, j'ai créé d'autres salons avec d'autres lectures communes. Certains se sont lancés ensemble dans une lecture commune du nom de la rose, d'autres vont aller à l'est d'Éden, d'autres vers les raisons de la colère. Et si vous avez envie de faire des lectures communes, moi je crée les salons adéquats. Il y a des salons par nationalité, littérature russe, allemande, anglaise, il y a des salons par genre, il y a des salons sur qu'est-ce que vous lisez en ce moment, des débats, etc. On essaye de créer vraiment un véritable salon littéraire à l'ancienne,
mais numérique, virtuellement, parce qu'on ne peut pas se rencontrer. Mais un jour, je pense qu'on le fera. On essaiera d'organiser quelque chose physiquement un jour. Mais bon, là, on en est encore loin, mais c'est parmi les petites idées de projets que j'ai en tête. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très très bientôt pour la recherche du temps perdu, et puis pour d'autres aventures sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.